Bonjour, un jour, une commune, un débat sur France 3 Côte d'Azur. Toute cette semaine, on se retrouve à 18h pour 40 minutes de confrontation d'idées. À seulement 6 jours du second tour des élections municipales, aujourd'hui, Valbonne. Dans cette commune, on pensait assister à un duel entre les deux maires, l'ancien et l'actuel. Mais c'est le candidat écologiste qui est arrivé en tête à la surprise générale, quasiment une exception dans le paysage politique azuréen. Les trois candidats sont prêts à débattre. Je vous les présente dans un instant. Juste après ce petit rappel des résultats du premier tour, il est signé Hugues Nicolas. Un carré au premier tour, le même au second tour. En un mot, on prend les mêmes et on recommence. C'est ce que laissaient penser les résultats au soir du 15 mars à Valbonne. Si ce n'est que le 2 juin, date limite de dépôt des candidatures, Henri-Philippe Léniel jetait l'éponge. Un terrain d'entente n'ayant pas été trouvé pour se rallier aux écologistes. Ce sont donc trois candidats qui s'affronteront. L'écologiste Joseph Césaro est la grande surprise de ce premier tour face à deux ex-maires. Avec 54,6% d'abstention au premier tour, la participation est une des clés de ce scrutin. Le projet Open Sky et la bétonisation générale en sont une autre, sans aucun doute. Et on se retrouve donc autour de la table avec les trois prétendants au fauteuil de maire à Valbonne. Joseph Césaro, bonjour. Bonjour. Vous conduisez la liste écologiste Futur et Nature. Christophe Ettoré, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire sortant, tête de liste divers centres. Ensemble, partageons l'avenir. Et puis Marc Daunis, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur, ancien maire de Valbonne. Vous avez cédé votre fauteuil à Christophe Ettoré en 2016. C'était avant vos divisions internes et vous conduisez la liste... On en parlera tout à l'heure, division, trahison. Vous conduisez la liste d'hiver gauche, mieux vivre ensemble, Valbonne, Sophia, Antipolis, solidaire et écologique. Alors dans un instant, on va bien sûr évoquer les nouveaux contours de cette campagne électorale très largement dessinée par la crise sanitaire et désormais économique. Mais d'abord, un mot sur ces résultats du premier tour. Qui, autour de cette table, en toute franchise, avait prévu cette poussée écologiste ? Joseph Césaro, vous êtes le principal intéressé. Est-ce que vous avez été aussi le principal surpris au moment du dépouillement ? Alors, un peu surpris, oui. Mais simplement, j'ai mené comme ce que je mène toujours, mon combat avec conviction, avec rigueur, détermination. Et je crois que la division qui existait dans la mairie, l'inaction pendant 18 mois, a fait que les Valbonnais en ont assez et ont envie de tourner la page. Vous entendez, Christophe Ettoré, je pense sincèrement que le fait que je sois arrivé en tête résume bien la situation. C'est les fruits de la division, c'est ça ? Les Valbonnais ont sanctionné ces querelles internes ? Déjà, cette élection a eu lieu dans un contexte très particulier, vous l'avez rappelé, avec la veille du premier tour, l'État qui ferme tous les établissements, dans un contexte de maladie, et qui dit quand même, vous pouvez aller voter. Donc, on a vu que la participation a été très faible. Après, ça a été une expression démocratique, même si elle a été plus limitée. J'avoue que le résultat est un peu décevant pour moi, mais également encourageant, puisque je me retrouve en deuxième position. Moi, j'y lis effectivement une réelle aspiration des Valbonnais à un ralentissement de l'urbanisation de notre commune, une sensibilité écologique, c'est vrai, qui progresse dans notre commune, mais je dirais de manière plus générale, face à des phénomènes à la fois mondiaux, mais plus locaux, comme les inondations ou autres. J'y vois aussi la trace de l'échec de projets qui ont été mal préparés, tels que des programmes de logement au Bourrel, à Pédesal ou autres, et effectivement l'impact très fort du projet Open Sky qui a été massivement rejeté par notre population. Autant de projets que vous avez vu éclore lorsque vous étiez vous-même au sein de la majorité municipale, que vous avez donc approuvé. Tout à fait. Je n'ai aucun souci par rapport à ça. Je les ai approuvés à un moment donné. Après, en politique, ça n'empêche pas que le temps passant, des évolutions étant constatées, on peut remettre en cause à un moment donné ce que l'on a pensé à un moment. Si on parle du projet Open Sky, on aura l'occasion d'y revenir. Il a été conçu il y a de nombreuses années et depuis la situation de Sophia Antipolis a beaucoup évolué. Alors Open Sky, on en parlera dans un instant. Marc Daunis, vous avez régné en maître sur Valbonne pendant 20 ans et vous êtes plutôt habitué à des élections remportées haut la main, voire dès le premier tour. Vous y voyez un signe d'usure malgré tout dans ce résultat ? Je dirais pas d'usure, mais dire d'abord que le résultat m'a réjoui serait mentir. Par contre, cette sensibilité aux questions écologiques que je partage, j'y étais sensible. On a un contexte qui a faussé, je pense, en partie le scrutin, mais il y a des messages qu'on doit entendre. Effectivement, des avis très tranchés
sur Open Sky. Une crainte de ce qui a été appelé le béton. Ça peut paraître paradoxal dans la commune qui est la plus boisée du littoral, et depuis 20 ans, je me bats pour préserver justement cet équilibre harmonieux et assumer nos responsabilités de commune principale de la première technopole d'Europe. Mais cela, je l'ai entendu. D'autant plus que mis un peu ces quelques dernières années à réfléchir sur ce modèle et comment on peut l'inscrire dans le temps tout en répondant aux questions. Et je pense on est au cœur là du débat et des enjeux dans la commune. Un mot, Joseph Césaro, puisque les électeurs vous connaissent pour l'instant peu. Alors, novice au premier tour, visiblement c'était un atout. Maintenant, aux portes du pouvoir, est-ce que vous avez le sentiment qu'il faut rassurer sur votre parcours, sur votre crédibilité, sur votre capacité à gérer une ville ? Alors, je crois que le fait d'avoir eu 33% et d'être en tête rassure les Valbonnaises et les Valbonnais que je rencontre et qui m'assurent. Néanmoins, ils avaient envie de mieux me connaître. C'est la raison pour laquelle, dans le dernier document, j'ai mis une partie de ma biographie en ligne. Sincèrement, j'aime pas trop me mettre en avant, mais il a fallu montrer à mes concurrents que je ne suis pas un novice, que je sais gérer des entités qui sont bien supérieures à celles d'une commune du type de Valbonne. J'ai également participé à la création d'entreprises, donc j'ai un volet de créateur d'entreprise. Bref, mon parcours montre que j'ai entièrement les capacités pour assumer le rôle de maire dans une commune qui est... alors je rendrai hommage quand même au travail qui a été fait par le passé. Il y a des très belles choses qui ont été faites, mais depuis 2012, on assiste à une dérive. On a vraiment, enfin, la sensation, et l'ensemble des habitants ont la sensation d'un urbanisme débridé auquel il faut mettre fin. Et donc ma candidature, elle s'est appuyée d'une part sur le fait que la majorité des gens trouvaient que les grands projets qui leur étaient proposés ne correspondaient pas au territoire. Ils ont été arrêtés, mais néanmoins, il y en a beaucoup d'autres en ligne de mire, puisque le PLU actuel qui a été signé par les deux prédécesseurs prévoit quand même 1750 créations de logements dans les 10 ans. Et évidemment, il faut qu'on y mette fin. Et la seule manière d'y mettre fin, c'est ce que je propose, la remise. Oui, écoutez, j'ai fait les calculs, donc bien sûr. Non, mais alors... Vous disiez quelques dizaines par an. C'est comme au Sartou. Vous êtes tous tombés de la chaise en disant c'est pas possible, on n'allait pas construire 150 logements prévus dans le PLU au Sartou. Alors évidemment, vous vous êtes engagés maintenant à ne pas les construire, mais parce que je les ai dénoncés. Et, enfin, il faudrait 10 projets comme le Sartou pour arriver à vos comptes. Oui, alors il y a 600 logements au clos zone. Il y en a, alors après, c'est dans les écarts. Il y a 483 logements d'un côté. Bon, je n'ai pas la carte sur moi, mais vous la trouverez sur le Facebook. Évidemment, ça fait sourire à McDonald's parce que ce sont eux qui ont mis le PLU en place. Moi, je souhaite simplement qu'on regarde l'avis de l'agence environnementale qui indique un nombre de dérives considérables dans ce PLU qu'il faut remettre à plat. J'ai été le seul porteur au premier tour de cette remise à plat. Mes concurrents, lorsqu'ils ont vu le résultat, ont tous verdi leur programme. Et je pense que j'ai été copié d'un bout à l'autre. Donc oui, les programmes sont maintenant à peu près similaires. On a des différences sur le PLU et sur Open Sky. Et sur Open Sky, justement, c'est le sujet qui a cristallisé les débats dans cette élection municipale à Valbonne. C'est ce projet de grand centre commercial dans la ZAC des Clozones. Open Sky, c'est un projet vieux de 12 ans, un projet Marc Denis du monde d'avant. Vous êtes à l'initiative de ce projet. Est-ce que vous dites aujourd'hui que vous le défendez toujours ou est-ce que la crise sanitaire a quelque peu ébranlé vos certitudes ? Vous savez, si on n'assume pas les responsabilités que l'on prend, il vaut mieux faire autre chose que maire. On peut se dire on s'est trompé. Exactement. Vous vous êtes trompé ? Et c'est ça, non, je vais poser le problème différemment. 2009, on est en pleine crise sur Poems. On a l'impératif d'avoir une consolidation de l'attractivité de la technopole et puis la création de logements diversifiés. Très bien. Aujourd'hui, faisons le point. Le porteur de projet a toutes les autorisations. D'accord ? Par contre, est-ce que la crise sanitaire fait qu'il va poursuivre son projet ?
personne ne le sait autour de la table. Peut-être que le maire sortant a eu quelques contacts récemment. Christophe Ettoré, est-ce que vous savez si le promoteur a été lui aussi ébranlé par la crise économique et remet en question ce projet, y compris dans son ampleur ? Écoutez, au jour d'aujourd'hui, non, parce que effectivement, j'ai pris contact avec lui, y compris pendant le confinement, pour savoir si justement la crise économique pouvait remettre en cause ce projet. Il m'a dit que non, que la compagnie de Felsburg avait les épaules suffisamment larges financièrement pour continuer à bâtir ce projet, qu'il avait même pu se permettre d'exonérer de loyer beaucoup de ses locataires dans les centres qu'il possédait déjà. Donc il faut rappeler ce que c'est. C'est un complexe à la fois commercial, des bureaux, des logements. Pas de logement, non. Pas de logement aujourd'hui prévu, puisqu'aujourd'hui le PLU actuel, non, dans la révision du PLU, ça prévoit la possibilité de logement, mais au PLU actuel, il n'y a pas la possibilité de logement. La ZAC, aujourd'hui, des clozones ne prévoit pas de logement, donc il faudrait sans doute une modification du projet de ZAC pour y faire des logements, et le permis délivré aujourd'hui ne prévoit pas de logement non plus, puisqu'il prévoit 100 000 m² de surface commerciale, hôtelière, de bureaux. Il m'a simplement dit qu'il était prêt quand même, dans le cadre du permis actuel, éventuellement de revoir ce projet à la baisse. Il a un permis pour 100 000 m², il m'a dit on peut toujours faire moins, je ne peux pas faire plus, mais on peut toujours faire moins. Donc c'est là, aujourd'hui, la seule possibilité qu'il a évoquée. D'ailleurs, sur son permis affiché, c'est 90 000 m², enfin 91 000. 96. Je voudrais peut-être préciser qu'au jour d'aujourd'hui, avec la Convention citoyenne, qui a remis son rapport et qui indique qu'il ne faut plus construire de centres commerciaux aux périurbains des communes, le projet Open Sky n'est plus d'actualité. Oui, sauf qu'il est purgé de tout recours. Alors oui. Vous avez pu bien, évidemment, militer pour son annulation jusqu'au premier tour. Maintenant que vous êtes en capacité d'être maire de Valbonne, combien de millions d'euros de pénalités vous êtes prêt à payer ? Je continue à militer pour le retrait de ce projet. Je ne suis pas prêt à payer des pénalités. J'ai fait appel. J'ai fait appel au président de la République parce que le président de la République a pris des mesures avec des permis purgés, avec un référendum qui avait donné l'aval pour Notre-Dame-des-Landes. Et malgré tout, malgré l'ensemble des choses, il y a une urgence écologique et il y a une urgence environnementale qui fait qu'on ne peut plus se permettre de telles constructions. Et je pense que cet appui... Alors ensuite, il m'a répondu. J'ai eu 2 ministres qui ont pris le dossier en charge. J'ai eu des réponses. Actuellement, le préfet attend le résultat des municipales pour qu'on puisse continuer à avancer sur ce projet. Il me semble qu'il y a, et alors je remercie M. Ettoré d'avoir mis un frein sur la vente de certains terrains qui ne sont pas encore complètement conclus. L'immobilisme, peut-être. Voilà, donc je crois qu'on est dans une situation un peu ubuesque dans laquelle on a un projet que personne ne veut, 75% de la population n'en veut pas. Non, ça vous pouvez pas le dire. Écoutez, je peux le dire. Il y a une pétition avec plus de 20 000 signataires. Mais Felsburg a fait une enquête. Vous savez, ils ont tout fait pour essayer. Vous qui êtes pour la démocratie locale et les référendums locaux, vous l'annoncez dans votre programme, est-ce que vous ferez une consultation ? Vous m'aviez dit non, c'est déjà tranché, on sait ce que veulent les Valbonnais. Oui, à 75%. Enfin, ils ont voté pour M. Ettoré, pour moi-même et pour M. Laniel. Nous étions tous les trois opposés au projet. Donc à 75%, les gens ont voté pour un représentant qui ne soit pas pour le projet. Je crois que effectivement, on va au-delà des difficultés, mais en fait, le promoteur, il sent bien que la population n'est pas pour. Nous avons des projets alternatifs et je pense que c'est ça qu'il faut mettre en avant. C'est plus le projet lui-même parce qu'il est rejeté, parce qu'on ne veut pas d'avoir de pollution, parce qu'il est inadmissible d'amener 23 000 voitures par jour en plus. Sur ce sujet, c'est un sujet qui est extrêmement important, pour y compris les finances communales. Et il faut agir en responsabilité là-dessus. Le premier élément, c'est est-ce que le promoteur continuera ou pas son projet ? Si il le met en œuvre, nous n'avons aucun moyen légaux pour le bloquer. Par contre, ce que nous devrons faire, c'est ce que j'ai déjà commencé à faire avec Jean Leonetti. On a ramené la surface commerciale de 60 000 à 40 000 m². L'engagement a été pris quelque chose sur le permis de construire. Et pour faire évoluer en lieu de vie toute cette partie. Deuxièmement, on a aussi effectivement la crise qui est passée et nous devons adapter avec des projets qui économiquement
sont viables. Troisièmement, il y a la question de l'emploi. On ne peut pas l'écarter d'un revers de main. Enfin, on va avoir une situation économique, on en parlera tout à l'heure sur Sofia, où pour la première fois, en 2020, Sofia va perdre des emplois. Nous devrons à la fois faire face aux emplois traditionnels de Sofia, mais deuxièmement, travailler à la diversification des emplois. Moi, je ne peux pas me satisfaire qu'il y ait toute une partie de notre population qui soit exclue, que les jeunes doivent quitter la commune. Cela n'est pas possible. C'était visiblement pas la préoccupation des électeurs. C'est pour ça que nous devons toujours garder un équilibre. Et vous avez abordé la question du référendum. Je m'engage à faire un référendum une fois qu'on a tous les éléments qui seront dans notre possession pour qu'il y ait ce débat public et un référendum avec tous les éléments qui soient sur la table, pas des représentations, pas des discours, mais des choses concrètes. On va laisser Christophe Ettoré parler un peu. Il a du retard à rattraper dans son temps de parole. Vous aviez voté pour ce projet. Finalement, vous vous y êtes opposé. Alors, si vous êtes élu dans 6 ans, à quoi ressemblera la ZAC des Clozones ? Il le défendait. Alors, effectivement, ce projet a été conçu il y a plusieurs années. Et au départ, dans le cadre d'un projet qui s'appelait Sofia 2030, où il nous avait été dit, élu que j'étais à l'époque, que c'était partagé au sein de la communauté d'agglomération par tous les maires du secteur, le président de l'agglomération, l'ensemble des acteurs économiques de Sofia Antipolis. Or, depuis, la situation a bien évolué. La situation commerciale dans le département, Polygone s'est créé, Cap 3000 s'est étendu. On nous parle d'une extension de Carrefour à Antibes. Et puis surtout, Sofia Antipolis, la crainte que nous avions que Sofia Antipolis perde de la vitesse ne s'est pas révélée ces dernières années, puisque Sofia Antipolis a créé 1000 emplois ces dernières années par an. Donc on a vu au contraire la congestion automobile augmenter ces dernières années. Et tous ces éléments-là faits. Et puis, excusez-moi, il y a quelque chose qui s'appelle la démocratie, à un moment donné, quand on a beau penser que des projets sont bons, quand on est à l'écoute des gens, quand on est à l'écoute des entreprises. Si je peux terminer mon propos, en discutant aussi au sein de la communauté d'agglomération, que ce soit d'ailleurs avec le président ou les maires, collègues impactés par le projet, le maire de Valoris, maire de Biot, maire d'Opio ou autre, je m'aperçois que finalement, tout le monde aujourd'hui est contre ce projet-là, et même les entreprises. Donc c'est pas un projet nécessaire et indispensable à Sofia Antipolis. D'où le fait que ma position évolue. Et je pense que la grandeur même du politique, c'est qu'à un moment donné aussi tenir compte de cette démocratie. Vous entendez aussi cette inquiétude économique qui vient balayer tout le reste. Est-ce que Valbonne peut se payer le luxe de s'asseoir sur des centaines d'emplois ? Alors j'allais y venir. Il y a la démocratie, et puis, il y a le juridique aussi d'un point de vue. Oui. Donc là, aujourd'hui, la démocratie a dit on ne veut pas de ce projet. Et je vous dis, je n'entends que ça. Des gens qui défendent le projet, j'en entends très peu. Après, effectivement, il y a le juridique. Il y a des actes qui ont été passés, qui engagent la commune fortement. Une promesse de vente des terrains, qui n'a toujours pas été signée d'ailleurs, pour à peu près 10 millions d'euros, qui engage totalement la commune, puisqu'aucune clause de sortie n'est possible pour la commune. Voté par le conseil municipal et par vous-même à l'époque, en considérant que c'était une excellente chose. C'est vrai, à l'époque. Et donc, cet acte juridique engage... Vous dites en gros, j'ai voté un projet aussi important à l'insu de mon plein gré. Ça paraît assez fou. Je n'ai pas dit ça, puisque j'ai dit que tout à l'heure, je partageais ce qui nous était présenté à l'époque comme le projet Sofia 2030, nécessaire au développement de Sofia Antipolis, que de créer dans un autre contexte. À la fois ses surfaces commerciales, ce lieu de vie, etc. Présentation du PLU, j'ai besoin d'acheter mes cravates quelque part à Open Sky. Si je peux terminer mon propos, donc effectivement aujourd'hui il y a des engagements juridiques forts. En même temps, rien d'irrémédiable n'a été fait. Les grands travaux d'infrastructures routières n'ont pas été lancés, puisque tout le monde est tellement d'accord que la CASA, qui avait lancé les marchés de travaux via la SPL, après les a arrêtés. On a quand même coupé des arbres. Voilà, tout le monde a un petit peu ralenti. Donc les infrastructures routières n'ont pas commencé. La construction du complexe lui-même n'a pas commencé. Alors c'est vrai que la compagnie de Salzbourg a engagé des frais, puisqu'elle a fait à ses frais le déplacement de la centrale à béton, de la clinique vétérinaire. On sait qu'il y a aussi la question de la marbrerie qui est en suspens, et surtout le désamiantage des terrains qui a été attaqué il y a quelques mois. Mais je me dis que finalement, quand même, si la démocratie et le politique sert à quelque chose, si demain, au sein d'une nouvelle agglomération de Sofia Antipolis, l'ensemble des maires, du président, partagent cette analyse qu'aujourd'hui ce projet n'est pas adapté aux besoins du territoire de Sofia Antipolis, je pense qu'il y a une action avec le poids de la CASA, le poids des maires, le poids de son président, pour, avec
le porteur de projet, parce qu'il ne s'agit pas de le léser non plus, il a fait des investissements, peut-être imaginer un projet alternatif. Quant à la création d'emplois et aux enjeux économiques que vous évoquez, je pense, on en parlera tout à l'heure, qu'aujourd'hui, la situation de Sophia Antipolis ou la situation économique en général va évoluer. Que ces emplois qui seraient créés là en termes commerciaux vont supprimer des emplois ailleurs. Alors on va en parler. On se met en concurrence avec d'autres centres commerciaux. Ça va tuer sans doute le centre de Cannes, un certain nombre de choses. Mais on en parlera tout à l'heure quand on voit les difficultés que vont avoir par exemple toutes les entreprises de restauration. La création de nouvelles entreprises de restauration sur le secteur. On va parler de Sophia Antipolis. Je voudrais juste m'arrêter un instant sur un abcès qui visiblement n'a pas encore été crevé entre vous deux. Tout à l'heure, je parlais, Marc Daunis, de division interne. Vous m'avez répondu non, trahison. Oui, trahison, parce que trahison de confiance, c'est très bien. Mais, excusez-moi, ça devient totalement second aujourd'hui quand on est... Oui, mais quand on est devant les enjeux liés au projet dont nous parlons. En résumé, c'est quoi? Premièrement, on a un risque qui est au bas mot à 50 millions et à 100 millions d'indemnités. Monsieur Césaro parlait lors d'un précédent débat d'un recours, il vient d'être retiré, même par France Nature Environnement. Donc la question juridique aujourd'hui des pénalités possibles pour la commune est extrêmement grave. Je ne jouerai pas avec ça. Deuxièmement, est-ce que le projet peut évoluer s'il se fait? Oui, nous avons commencé, nous le devons. Troisièmement, la démocratie doit parler dans un cadre juridique. La démocratie, j'ai entendu ce qu'il y avait, été exprimée. Et je m'engage à faire un référendum pour que nos concitoyens aient tous les éléments. Quatrièmement, il y a des problèmes liés à la circulation, liés aussi à l'évolution de ce projet. Nous devons le faire avec des éléments concrets. Et si le projet ne se fait pas, c'est pas pour autant que la circulation sera améliorée. Vous nous dites en même temps, juridiquement, on est bloqué, mais on va demander l'avis aux électeurs. Mais justement, c'est... Si nous devons prendre la décision, parce qu'il faut savoir ce que l'on veut, soit on dit on peut bloquer le projet, soit on ne peut pas. Si on dit on peut bloquer le projet, ça coûterait combien dans le contexte? Donc vous demandez aux électeurs... Et à partir de là, moi je me tourne vers nos concitoyens en leur disant, est-ce qu'on peut, ad vitam aeternam, dans ces conditions, endetter la commune, avoir une dette qui soit de 10, 20 000 par tête d'habitant pour le reste et pour les générations futures, ou est-ce que nous devons assumer nos responsabilités? Sur les dettes de la commune. C'est cela la gestion. Sur la mauvaise gestion de la commune est pointée dernière dans le département en termes de gestion. Alors, excusez-moi. Oui. Vous avez eu ça où? Il y a un site tout à fait... Enfin, je vous donnerai les références. Vous ne pouvez pas balancer des chiffres comme ça, des affirmations sans les étayer. Valbonne est une ville riche quand même. Valbonne est une ville riche. Elle est mal gérée. Voilà. Pardon. Christophe Ettoré, on va passer... Chambre régionale des comptes qui a donné le satisfecit sur la gestion que j'avais conduite sur les années en question. On n'a pas la même lecture du... gestion. Il y a 50 millions... Non, on va passer au chapitre suivant. Je voudrais quand même revenir 2 secondes sur le projet Open Sky. Moi, j'ai des projets alternatifs qui sont créateurs d'emplois pour les jeunes. Parce que aujourd'hui, nous sommes devant la transition énergétique. Je propose la création d'un campus de l'environnement sur cette zone-là. Par qui? Comment, Monsieur Césaro? Alors, écoutez, sincèrement, vous posez toujours des bonnes questions. Je ne suis pas maire de Valbonne, j'ai les contacts, je ne peux pas... Non, mais si on fait une proposition à nos concitoyens, il faut l'étayer. Oui, mais sinon, c'est du vent, pardonnez-moi. Non, ça n'est pas du vent, si vous voulez, concrètement. Moi, lorsque j'ai écrit mon projet, j'étais le seul à proposer un budget participatif à chaque quartier. Maintenant, nous sommes 3 à le proposer. Je l'avais dans mon programme. Ça fait 30 ans aussi. que vous êtes au pouvoir, vous auriez pu le faire avant, vous ne l'avez pas fait. Voilà, c'est comme la ferme photovoltaïque, elle n'a pas été faite. Donc, à un moment donné, j'ai arrêté de mettre certains projets que j'ai dans ma besace en avant. J'ai beaucoup de contacts, si vous voulez. Moi, vous avez peur de vous faire plagier? Eh bien, écoutez, oui, parce que les projets que j'ai des contacts avec le monde économique. On n'aura pas le temps de passer aux autres des sujets si on ne le fait pas maintenant. Christophe Ettoré, je dois vous demander si vous souhaitez répondre aux accusations de trahison formulées par Marc Daunis ou si vous voulez passer au sujet suivant. Si la trahison, c'est de ne plus le suivre, oui, je l'assume. En tout cas, je n'ai pas travaillé les électeurs et j'ai tenu, en tout cas, à mettre en œuvre le programme pour lequel nous avions été élus en 2014, qui a fait que j'ai essayé de porter jusqu'au bout, même
même des projets comme les logements au Bourrel ou autres. Pour moi, les citoyens n'ont pas de couleur et n'ont pas d'odeur, et je ne dénigre personne selon une certaine appartenance politique. Donc après, ce que vous appelez des engagements, non, j'avais exprimé une volonté en 2016 qui n'était pas forcément, c'est vrai, celle de me présenter en 2020, mais au vu justement de ce qui s'est passé de ces quelques années, finalement j'ai le décidé, c'est la démocratie et chacun est libre. Et la scission s'est faite essentiellement, c'est vrai, par rapport à des élus qui ont préféré suivre M. Denis et d'autres qui m'ont suivi également. Et on a un conseil municipal aujourd'hui quasiment moitié-moitié. Voilà. Et tous les votes ont été faits à la quasi-unanimité de ces derniers mois. On va maintenant aborder le aussi répondre à la question de l'immobilisme. On va maintenant aborder le thème suivant. Simplement, c'est quand même dommage que pendant 18 mois, la commune a été bloquée par des querelles intestines. Alors je voudrais en parler quand même. Elle n'a pas été bloquée puisque les projets qui devaient être menés, qui ont pu l'être, ont été menés, notamment la révision du PLU dont vous parliez, qui a été un gros projet qui a été mené pendant des mois, avec beaucoup de réunions publiques, avec un groupe citoyen, et qui fait qu'on est arrivé, ce que je tenais, qu'avant avant les élections municipales, nous ayons un projet de PLU arrêté pour que nous puissions parler justement de choses concrètes et non pas de fantasmes sur une bétonisation de la commune. Donc on peut rediscuter. De toute façon, la démarche n'est pas finie. Il y a l'enquête publique. Il y a eu des remarques. Oui, mais tout ça peut encore évoluer. Des logements. Tout ça peut encore évoluer puisqu'il y a l'enquête publique. J'aimerais bien parler du Haut-Sartoux. Il y a les remarques des personnes publiques et donc tout ça continuera à évoluer dans la démocratie. J'ai quand même eu l'impression que vous Allez, on va maintenant aborder... Non, on parlera de ça dans un instant. Il faut quand même qu'on aborde la question de la crise économique qui s'annonce notamment à Sophia Antipolis, même si la question est un peu plus complexe que ça, puisque la catastrophe s'annonce chez tous ceux qui dépendent du tourisme et de l'aéronautique, à commencer par Amadeus, qui est le premier employeur de la Technopole. Mais il y a peut-être aussi une aubaine pour ceux qui ont travaillé sur la manière dont nos vies confinées ont été digitalisées. Christophe Ettoré, il faut d'abord sauver les emplois d'Amadeus, le premier employeur, je l'ai dit, de Sophia, puis d'Astec, son sous-traitant, qui commence déjà à ne pas renouveler des contrats. Si vous êtes réélu, vous faites quoi pour préserver ces emplois ou pour les convertir ? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, après cette crise sanitaire sans précédent que nous avons tous vécu, et je crois qu'il y a été un traumatisme majeur chez chacun d'entre nous, parce qu'on l'a tous vécu à la fois en fonction des responsabilités que l'on exerce, mais également en tant que citoyen, individu, privé de nos liens sociaux, de nos contacts, et ça a été une période introspective aussi pour chacun et de réflexion. Donc cette crise sanitaire, nous sommes en train d'en sortir, mais la crise économique et sociale démarre. Je pense qu'elle va être d'une force inouïe et qu'effectivement les répercussions vont être fortes. Alors Sophia Antipolis, on peut parler effectivement du secteur aérien, Amadeus, Air France, les souterrains. Je n'ai pas les solutions, moi, et j'en parlerai un petit peu pour la globalité de Sophia Antipolis. Il y a un certain nombre d'acteurs chargés du développement économique qui vont devoir agir, bien entendu au niveau de l'État, parce que je crois que ce sont des questions nationales quand on parle de ces entreprises-là. Au niveau de la CASA aussi. Au niveau de la région, au niveau du département, au niveau de la communauté d'agglomération qui est chargée elle-même en premier lieu de développement économique. J'avais d'ailleurs soumis et fait la demande au président de voir si la communauté d'agglomération pouvait faire une aide au loyer, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, c'est valable pour tous les niveaux d'entreprise, des plus petits commerçants, artisans aux plus grandes entreprises, si elles ont pu avoir des aides, mais essentiellement sous forme de prêts ou de report de charges pendant cette période difficile où elles n'ont pas travaillé, elles redémarrent aujourd'hui une activité amoindrie, voire nul dans certains secteurs, avec finalement un endettement plus fort ou des charges reportées. Mais les loyers, pour la plupart, quand ce sont des bailleurs privés, n'ont pas été économisés. Donc je pense que c'est une grande difficulté. On retient cette ligne. Marc Denis, vous avez souvent dit, en tant que sénateur, quand il a fallu sauver des emplois sur la Technopole, heureusement que j'étais là pour taper aux portes parisiennes. Alors, que peut un maire, vous nous l'avez dit, que peut un maire, ou même une communauté d'agglo d'ailleurs, pour faire face à des géants comme Amadeus et pour infléchir des choix ? Votre résumé est un peu flatteur parce que c'était une modeste contribution, mais que je pense importante. On a connu historiquement sur Sophia la crise de l'Internet. On a connu après la crise de 2008, cette crise financière qui a atteint. Et chaque fois, on a constaté trois choses. La première, c'est qu'on a une résilience de la Technopole qui est assez extraordinaire. C'est un atout majeur. Cette résilience, elle est due de plus en plus parce qu'il y a un développement local qui se fait de petites entreprises, d'où d'ailleurs une plus grande difficulté à pouvoir accompagner, être concret, mais c'est un travail de tous les instants. On a fait le Business Pôle justement pour ça, pour accompagner ces entreprises, et il faudra l'étendre. Ça fait partie des projets, y compris dans le secteur du fameux dossier Open Sky. Ça, c'est du concret, du réel. Bon. Et puis, il y a la question
des soutiens aux grandes entreprises et le travail qu'on doit faire au niveau national. Reste enfin, quand on regarde dans ces différentes crises, la question de l'accompagnement. D'abord, accompagnement des salariés. La première chose, ce sont chaque fois des drames humains. Il y a un talent sur Sofia, ce capital humain, c'est la première force de Sofia. C'est ce qui a permis de rebondir. La deuxième chose... Donc vous imaginez une reconversion de certains salariés C'est pour ça que très concrètement, travail entreprise par entreprise, ce qu'on a commencé à faire. Vous savez, on a réussi à ce que la fermeture de Samsung, de Texas, enfin tout ce qu'on a connu, ait un impact parfois même positif, hélas pas pour tous les salariés, mais pour l'écosystème sophipolitain en réinjectant dans de nouvelles entreprises. Ça, c'est le travail central. Mais surtout, de ne pas oublier de faire le travail aussi, et c'est cela, vous aviez l'amabilité de rappeler cela, le travail que nous avons pu faire avec Jean Leonetti, avec son statut de député, d'ancien ministre, et moi-même, en tant que sénateur, et auprès des différents gouvernements, pour que l'attractivité de la technopole, je pense par exemple au traitement du dossier Renault, j'ouvre une parenthèse, l'implantation de Renault était extrêmement problématique dans le choix, il a fallu se battre, porter ce dossier au niveau des ministres, ce que j'ai fait à l'époque, pour que nous puissions avoir l'implantation de Renault sur la technopole, et qui a permis, avec Magneti, Marelli, avec Bosch, avec ça, d'offrir des perspectives. Ça va être une première chose. Mais il y a, et c'est le dernier élément, la mutation aussi de la technopole. On a commencé avec les biotech, le parc de biotech qui nous permet de rebondir avec ce drame qui a été la fermeture de Galderma. On a rebondi positivement. Il y a aussi toute la nouvelle économie. Et là-dessus, c'est à la fois tout ce qui est lié à l'économie qu'on appelle verte, et c'est aussi à une économie plus résiliente, l'économie sociale et solidaire. Pourquoi, par exemple, dans le projet qui s'appelle Open Sky, il y a un incubateur de l'économie sociale et solidaire, cette maison de l'économie sociale et solidaire, c'est parce que nous savons qu'il y a là une matrice dans cette nouvelle économie qui va devoir éclore enfin à Valbonne, pour qu'on retrouve tout nous du ramène sens. à Open Sky. Joseph Non, Césaro, je prenais juste cet exemple oui. parce que c'est la problématique d'ensemble que nous devrons avoir par rapport à Sofia. Joseph et c'est très Césaro, important. vous qui rêvez de voir beaucoup moins d'avions voler dans le ciel, vous dites quoi aux salariés d'Amadeus et d'Astec qui sont très inquiets? Alors, je crois que c'est une véritable inquiétude, l'emploi sur la zone. Si vous voulez, concrètement, si on regarde l'emploi, c'est 60%, 70% sur les nouvelles technologies, sur les bio... Et on a 13% qui sont sur le service d'une part et 13% qui sont sur la restauration. Et en réalité, ce sont ces entreprises-là qui sont en première ligne. Évidemment, les avionneurs et puis Amadeus qui jouent sur le tourisme sont impactés. Je crois que je rejoins mes concurrents pour dire que, évidemment, ça, c'est un dossier national. Je pense qu'il faut accompagner les salariés. Et de ce point de vue-là, je pense que la création d'un pôle emploi sur la zone et non pas les renvoyer soit à Grasse, soit à Antibes, ce serait une bonne chose. Il me semble que créer un guichet unique pour qu'on puisse accompagner les salariés, ce serait très bien. Je rejoins là, Pôle Marc emploi, Denis. vous leur parlez de chômage, vous leur parlez pas d'emploi. Non, de retour à l'emploi. Je rejoins Marc Denis sur le fait qu'il y a beaucoup de petites entreprises. Hein. La majorité, ce sont des TPE à moins de 5 salariés et que, effectivement, ce sont ces entreprises-là qu'il faut soutenir et continuer à accompagner. Et je pense que le syndicat mixte qui est en charge de la gestion de Sofia est en première ligne pour sauvegarder l'emploi. Il me semble que évidemment, le maire de Valbonne, il peut peu de choses, mais il est présent dans l'ensemble des syndicats, à la CASA, et on aura un travail à conduire qui nous permettra de faire face et d'accompagner les entreprises. Alors, l'émission est passée, comme toujours, plus vite que prévu. Vous avez tout à l'heure abordé la question de l'urbanisation. Joseph Césaro, je voudrais vous poser une question. Vous avez du retard dans votre temps de parole. Vous défendez évidemment une commune avec moins de construction. Vos adversaires disent que sous couvert d'écologie, en fait, votre liste, elle est un concentré de riverains qui défendent des intérêts particuliers, qui ne veulent
pas de voisins trop encombrants à côté d'eux, de construction nouvelle. Je défends la transparence. Et je vais prendre un exemple qui est parfait, qui est arrivé vraiment par hasard. 150 logements prévus à Oussartou. Une conjonction, le Covid malheureusement qui est arrivé, et donc les géomètres qui viennent faire le relevé quelques jours avant le second tour. Les géomètres viennent faire le relevé, marquent des arbres pour l'abattage. On s'aperçoit, les habitants s'aperçoivent qu'il y a 150 logements de prévus. Mes concurrents disent non, il n'y avait aucun projet. Évidemment, il n'y a aucun projet sur le PLU, c'est exactement écrit 150 logements. Et je crois que partout dans Valbonne, il est prévu des constructions de logements dans ce PLU, parce qu'on a introduit des coefficients de biodiversité dont on n'a pas besoin à Valbonne. Ce sont des coefficients qui ont été inventés à Berlin pour rénover une ville. Une commune boisée à 80% quand même. Oui. Quand on vous écoute, on a l'impression que c'est du tout béton. On veut conserver ces 80%. Si vous voulez. Sur centrale. Oui, lorsque, par exemple, les Grands Prix, on devait faire le doublement du village. Très récemment, il y a eu un changement de posture parce que nous sommes dans un temps écologique. Donc, Marc Donis a fait voter, mais sous la pression des associations, le fait que ça revienne à l'agriculture. Nous avons demandé à ce que cette zone soit en agriculture protégée. Il y avait un rendez-vous qui avait été pris avec la Chambre d'agriculture. Vous les logez comment, les salariés de Sofia, par exemple, ils n'ont pas voulu. Donc on a compris, les grands prêts, ça ne se fera pas. Mais vous les logez comment, ces salariés de Sofia ? Eh bien, écoutez, nous sommes d'abord pour la réhabilitation. Il y a 380 logements qui sont vacants à Valbonne. Donc, on voudrait les récupérer. Ensuite, il y a de la réhabilitation à faire. Il me semble que il y a beaucoup... J'ai par exemple vu un arrêté de M. Ettoré très récent où on avait une possession à un premier étage d'un immeuble et il l'a donné en location à une association pour en faire du débarras. On a compris, rénovation plutôt que construction. On va faire un dernier tour de table et on va respecter pour ça l'ordre officiel de la préfecture. Je vais vous demander à chacun d'entre vous, et vous aurez 30 secondes, pas une seconde de plus, de nous dire quel sera le dossier prioritaire que vous mettrez au-dessus de la pile si vous êtes élu. Et on commence par vous, Joseph Césaro. Alors, des dossiers à mettre au-dessus de la pile, il y en a trop. Donc je parlerai simplement de cet été. Je voudrais mettre en place une école apprenante pour les enfants pour qu'ils puissent se préparer à la rentrée. Et je crois qu'il faut également mettre en place toutes les structures qui permettront aux personnes fragilisées par la vie, fragilisées par la crise, d'être prises en charge. Je crois que la priorité, c'est bien sûr de redonner du poids au CCAS de la commune et de créer une épicerie solidaire. Merci. Marc Donis, c'est à vous. Quelle serait la première mesure que vous prendriez ? C'est très simple. D'abord, mettre toujours l'humain au cœur de mes préoccupations. C'est ce que j'ai fait depuis 20 ans, 30 ans dans cette commune. La deuxième chose, toujours la vérité. Par exemple, répondre concrètement à la question que vous venez de poser. Comment on protège la commune ? 1750 logements, c'est faux. 1200, c'est ce qui est au PLU sur les 15 ans à venir. Très bien. Moi, je réponds, c'est très simple. Si nous voulons protéger notre environnement sur toute la commune, il faut faire l'essentiel des logements dans le secteur des cloisonnes. Sinon, tout le reste, c'est de la littérature. Cela ne pourra pas se faire. Allez, 30 secondes pour Christophe Ettoré. Votre projet prioritaire si vous êtes réélu. La priorité, c'est l'actualité qui nous l'impose. C'est le soutien à l'activité économique locale, notamment le commerce, l'artisanat, puisqu'on a vu que pour les plus grandes entreprises, c'est à une autre échelle que ça se fait. Donc c'est vrai que c'est ma préoccupation déjà du moment, puisque la commune a pu exonérer, par exemple, des loyers, justement, lorsqu'elle était propriétaire, un certain nombre d'acteurs économiques. Je ferai voter au premier conseil municipal l'exonération totale de la redevance d'occupation du domaine public pour l'ensemble de l'année, également la taxe sur les enseignes. Nous avons une politique de communication aussi pour soutenir ce commerce local et également la fourniture de matériel de protection, les extensions de terrasses. Voilà, c'est d'essayer de sauver aujourd'hui les commerces et notre village. Un petit mot sur les logements quand même, parce que c'est une question importante. Non, vous débordez vraiment de votre temps. Le débat se poursuivra évidemment sur France 3 et ailleurs. Merci vraiment à tous les trois d'avoir participé d'avoir organisé ce débat. à ce débat.
Voilà, je rappelle peut-être aux électeurs qu'il est encore temps pour eux de réaliser des procurations s'ils ne l'ont pas encore fait. Évidemment, le taux d'abstention sera décisif dans cette élection. On en reparlera d'ailleurs dans le journal régional dans un instant. Demain, autre ville, autre ambiance. Valoris, 4 candidats, une maire sortante en ballottage à peine favorable et un débat qui s'annonce rude. On se donne rendez-vous à 18h et dans un instant, le retour de l'information régionale. Merci à tous les trois. Merci.